pour obtenir éventuellement donc, des documents de cours ou de TD. Donc on va voir la partie 1 de cours de ce qu'on appelle orthogonal frequency division multiplexing, ou bien c'est le multiplexage par répartition fréquentielle orthogonale. Donc on va voir les généralités, puis on va voir les diagrammes de blocs de l'OFDM. On va voir aussi l'OFDM et les multitrajets, l'OFDM et le problème donc, de l'évanouissement, et puis on va voir donc ce qu'on appelle les insertions des intervalles de Card dans l'OFDM. On va voir aussi la notion donc d'évanouissement et de diversité des antennes dans le cadre des transmissions par propagation atmosphérique. On va voir aussi les émetteurs-récepteurs MC-CDMA, les méthodes d'accès et conception de CDMA, et puis les conclusions sur la MDF ainsi que les différentes applications sur les modulations. Donc le principe de l'OFDM, donc c'est le multiplexage par répartition fréquentielle orthogonale. Donc les fréquences sont orthogonales entre elles. Donc ce principe-là est une technique numérique de modulation multiporteuse, donc on en voit plusieurs porteuses, qui étend le concept de modulation par sous-porteuse unique à des sous-porteuses multiples sur le canal. Donc au lieu de transmettre un flux de bits à haut débit sur une seule porteuse, l'OFDM permet de transmettre plusieurs sous-porteuses orthogonales, pas très espacées, et chacune va prendre un petit débit. Donc, et toutes ces sous-porteuses seront transmises en parallèle. Les spectres obtenus, donc des signaux qui sont transmis sur plusieurs porteuses, se chevauchent, sachant que les porteuses sont orthogonales, donc il ne va pas y avoir d'interférence entre les différentes porteuses. Puis chaque sous-porteuse est modulée par une modulation numérique de type QPSK ou bien SQRM à des débits de symboles plus bas par rapport au haut débit du flux initial. La combinaison de plusieurs porteuses permet d'avoir donc des débits similaires au débit des modulations sur une seule porteuse avec des largeurs de bande équivalentes et des fois même réduites. Les avantages de l'OFDM. L'avantage, c'est qu'on vient de parler de la bande occupée qui est réduite par rapport aux modulations conventionnelles. Donc, on a le premier avantage, c'est l'efficacité spectrale, ou bien ce qu'on appelle l'efficacité en largeur de bande. Ceci veut dire qu'on peut transmettre plus de données plus rapidement dans une largeur de bande donnée en présence de bruit. L'efficacité spectrale est donnée en bits par seconde ou bien bits par hertz. Pour une largeur de bande donnée, les différentes modulations donnent des débits maximaux très variants pour un TEB donné. Donc ça, on l'a vu dans le cours. Et on a vu les courbes pour chacune des modulations. Donc pour un TEB donné et un niveau de bruit donné. La MDA et la MDF sont simples, mais ne donnent pas de bonne performance en taux d'erreur sur le bit. Les MDPB binaires et MDPQ quadratiques donnent de meilleures performances par rapport aux premières. La MAQ donne de très bonnes performances, mais elle est très sensible au bruit. Et lorsque les signaux sont très faibles, donc là aussi, donc le bruit devient important. L'accès multiple par répartition dans le code, c'est ce qu'on appelle le CDMA, donc c'est un type d'accès. Il donne de meilleures performances et c'est utilisé généralement dans les systèmes radiomobiles. Aucune des modulations qu'on vient de citer n'est meilleure que l'OFDM pour atteindre ce qu'on appelle la capacité de données maximale d'une largeur de bande donnée. Donc cette capacité maximale de données, elle s'approche de la limite de Shannon de la capacité de canal en bits par seconde. Donc la capacité de canal, c'est la capacité donc assez importante pour
les réseaux, plutôt pour les systèmes de transmission. Donc, comment on va procéder? Donc, je vais avoir une première porteuse ici, une deuxième porteuse, donc jusqu'à N porteuses. Chacune des N porteuses va transmettre un signal. Donc, les différents signaux sont mis en un seul signal. C'est transmis à travers un canal, donc channel en anglais. Et puis, de l'autre côté, on fait une démodulation, donc avec les mêmes fréquences porteuses ici. Et on fait, donc là aussi, ici le G2T, bien sûr, c'est la mise en forme de signal. Là aussi, on fait une mise en forme du signal pour obtenir le signal qu'on veut avoir. Donc le problème de cette architecture, c'est que vous voyez, j'ai plusieurs porteuses. Ces porteuses-là doivent être fournies par des oscillateurs. Et donc, je vais avoir beaucoup d'oscillateurs. Et le problème qui va se poser, c'est le problème de synchronisme. Donc, il est impossible de maintenir plusieurs oscillateurs en synchronisation mutuelle. Et il est difficile d'avoir des centaines d'oscillateurs dans les systèmes, point de vue pratique. Les techniques, ce qu'on appelle les techniques multitonalité discrètes, donc ces techniques permettent de transmettre plusieurs fréquences porteuses, ce qu'on appelle ici les tonalités. Donc multitonalité, ça veut dire qu'on a multiporteuses. Donc ici, on va voir ce qu'on appelle donc la DMT, donc les techniques multitonalité discrètes. Donc ce qu'on va voir, c'est que je peux transmettre un canal téléphonique, que je vais appeler le canal 0, puis je vais avoir deux flux, un flux montant et un flux descendant. Donc le flux montant, ça permet de transmettre vers le réseau donc un flux de bits montant. Donc ceci se fait par un convertisseur série parallèle. Donc ici, je peux avoir 29 canaux, de 1 à 30 canaux. Ici, j'utilise les modulations MAQ et je peux utiliser ce qu'on appelle 15 bits par baud. Donc baud, c'est la définition de l'unité des symboles. Donc ici, je vais avoir des symboles. C'est pour ça que je peux transmettre 15 bits par symbole. Donc ces signaux-là sont transmis, c'est-à-dire sont envoyés vers un système donc, qui fait le multiplexage dans le domaine fréquentiel. La même chose pour le flux descendant. Donc j'obtiens ici un certain nombre, donc du canal 31 jusqu'au canal 255. Donc j'obtiens le signal, je fais un démultiplexage, je fais une modulation MAQ. Donc là aussi une modulation MAQ. Normalement, c'est une démodulation. J'obtiens les canaux donc, de 1 jusqu'à 31 et bien sûr, je fais un convertisseur série parallèle pour obtenir donc, le flux des bits. Donc ici, une fois le FDM donné, donc, je vais obtenir le signal qui est transmis. On le voit d'une autre façon ici, ce qu'on appelle les multitonalités discrètes. Et bien sûr le multiplexage par répartition fréquentielle. Ici, c'est le résultat qu'on obtient dans le domaine des fréquences. Donc la partie en rouge, plutôt la partie en vert, c'est ce qu'on appelle le canal téléphonique. Il se trouve dans la bande de 0 à 4 kHz. Un flux montant qui démarre à partir de 20 kHz jusqu'à 138 kHz. Donc on a ici les canaux 1 jusqu'à 30. Et puis, du canal 31 jusqu'au canal donc 255, j'ai ce qu'on appelle le flux descendant. Donc ça, c'est le flux qui est descendant, donc le sens inverse. Et donc, l'idée principale des multitonalités discrètes, ce qu'on appelle DMT, en anglais c'est Discrete Multitones, est de diviser la largeur de bande disponible. Donc on a une largeur de bande ici. Donc, vous voyez cette largeur de bande. On en divise en un grand nombre de sous-canaux. L'exemple, c'est la DSL. La DSL, c'est un exemple d'application de la DMT. On a dit que dans le cadre de la multitonalité discrète, dans la DSL, on divise la largeur de bande disponible en un certain nombre de petits canaux qui sont de 4,3215 kHz. Donc
la largeur de chacun, elle est de cette valeur-là. Donc, on obtient 256 ou 512 sous-canaux, donc ça dépend le type d'ADSL. Donc, dans le cas d'ADSL 2, on obtient seulement 256. Et la largeur de bande, elle est identique, donc c'est 4,3125 kHz chacun. Donc, comment on obtient ça? On l'a vu tout à l'heure dans le schéma. Donc, chaque canal, il est obtenu en faisant un multiplexage, une modulation ici, avec une certaine fréquence porteuse pour l'obtenir, soit dans la partie rouge pour les flux montants, soit dans la partie bleue dans le cadre du flux descendant. Donc, chaque sous-canal est obtenu à l'aide d'un modulateur du type donné ici. Donc, cette diapositive, on a obtenu à partir de ceci. Le problème qui va se poser, c'est que lorsqu'on transmet plusieurs fréquences porteuses, il faut donc pouvoir maîtriser les bandes de garde dans la DMT. On va voir un petit rappel sur la transformée de Fourier. Si j'ai un signal rectangulaire qui est égal à A si taux est inférieur à T sur 2 et est égal à 0 si taux est supérieur à T sur 2. Donc ici, il y a une erreur de T. Donc vous voyez, j'ai moins taux sur 2 jusqu'à T taux sur 2 et la valeur de A. Donc si je calcule la transformée de Fourier, j'obtiens donc cette relation à taux sinus C sinus cardinal de f de taux. Donc généralement, des fois on met le pi, des fois on ne le met pas ici au niveau de sinus cardinal. Donc par transformée de Fourier, donc j'obtiens un sinus cardinal sous cette forme-là. Donc ça c'est l'aspect temporel et ici c'est l'aspect fréquentiel. Donc c'est le spectre du signal. Le spectre d'un sous-canal de l'OFDM, donc il est sous cette forme-là. Donc c'est un sinus cardinal. Est-ce qu'on peut maîtriser la bande de garde? Oui, on peut le maîtriser. Et voilà ce qu'on obtient donc comme spectre de sous-canaux. Donc vous voyez ici, les sous-canaux, chaque sous-canal va avoir une partie commune avec le deuxième sous-canal. Donc ici, il y a un entrelacement de tous les sous-canaux. Et le fait que les fréquences porteuses sont orthogonales, ceci me permet donc de pouvoir séparer ces différentes sous-porteuses ou bien ces différents sinus cardinaux. Donc les conditions, on va voir dans quelles conditions on peut faire ceci, donc on le verra par la suite. Donc ici, c'est à l'aide de MATLAB, on obtient donc les mêmes spectres, vous voyez, que tout à l'heure. Donc on voit ici bien, on voit bien que les spectres donc se chevauchent un petit peu. Et le fait qu'ils se chevauchent, donc généralement en termes de transmission, on n'aime pas ça. Mais le fait qu'on a des fréquences orthogonales, ceci permet donc de séparer les différents cas. L'exemple, ici j'ai une fréquence. Par exemple, ici j'ai un cycle, une période d'un signal sinusoïdal. Dans le deuxième, j'ai deux cycles. Dans le troisième, j'ai trois périodes dans le même intervalle. Et ainsi de suite, donc 4 cycles. Si je fais la somme de ces 4 signaux périodiques, donc de périodes qui diffèrent de 1, je vais avoir dans le domaine du temps un signal qui est sous cette forme-là. Et donc, si je mets l'un sur l'autre ces différents signaux sinusoïdaux, j'obtiens quelque chose qui est sous cette forme-là. Donc là, j'ai un seul cycle pour cette deuxième. Puis, je vais avoir 2 ou 3 donc les différents autres, donc le premier, le deuxième, troisième, quatrième. Donc on va avoir les différents cadres. Et si je regarde dans le domaine des fréquences, donc on voit bien que les sinus cardinaux ont des points communs de 1 sur T ici, ils passent par 0. Et bien sûr, ils se chevauchent. Si on regarde dans le domaine des fréquences, chaque cycle tout seul, donc le premier cycle ici, ça me donne une première fréquence. Le deuxième, ça me donne une fréquence qui est double. Pourquoi? Parce que j'ai 2 fois la période. Donc, ici, c'est 3 fois la période, donc je suis à 3. Et le 4, c'est 4. Donc, on les voit bien. Donc, ces 4 signaux, c'est 1, 2, 3 et 4. D'accord? En termes de fréquence ici.
La même chose ici, on regarde à l'aide de MATLAB, donc ce qu'on obtient comme résultat, ici, la somme des 4 sinusoïdes qui diffèrent d'un cycle. Et ici, on les voit bien, donc c'est 1, ici la valeur 2, la valeur 3 et la valeur 4, la somme. Donc c'est 1, 2, 3 et 4. Les 4 fréquences qui sont séparées dans le domaine fréquentiel. Les techniques multiporteuses conventionnelles. Donc généralement, j'obtiens à l'aide de plusieurs fréquences porteuses, je peux moduler un signal. Et donc je vais avoir le canal 1 qui est modulé par F1, le canal 2 qui est modulé par F2, le canal 3 qui est modulé par F3 et ainsi de suite. Ici, on voit, c'est la méthode conventionnelle multiporteuse, donc je vais utiliser plusieurs. Donc ce type de technique, c'est ce qu'on appelle la modulation par déplacement de fréquence. Donc ici, c'est utilisé beaucoup dans les anciens systèmes téléphoniques, ainsi que dans les systèmes de transmission par faisceau hertzien ou bien par satellite. Les nouvelles techniques multiporteuses qui sont orthogonales, donc la même chose ici, j'utilise la même chose, plusieurs fréquences porteuses que je n'ai pas mentionnées ici, mais ces fréquences porteuses sont rapprochées l'une par rapport à l'autre, de telle sorte qu'il y a chevauchement bien sûr, des spectres de chacun des canaux. Donc vous voyez bien, on a un chevauchement de spectres. Et donc, ce qui est important, c'est que, regardez, j'ai gagné tout cet espace dans le domaine des fréquences. Donc, c'est une économie de la bande passante. Elle représente à peu près 50%. Donc, vous voyez, dans le domaine des fréquences, c'est assez important donc, pour pouvoir transmettre les signaux. Et on essaie toujours de gagner l'espace fréquentiel, donc gagner de la bande pour pouvoir transmettre plus de signaux. On va voir le terme de la relation. Donc, si je prends un symbole QPSK de la supporteuse I, donc c'est l'une des sous-porteuses, à l'instant K, donc je la note XIK. Donc, ce symbole ici, il s'écrit, donc c'est G de T moins K, c'est le signal de mise en forme, G de T, avec les différents décalés. Ici, j'ai la sous-porteuse XIK, et ici, j'ai l'exponentielle, donc de J de pi. Donc attention, ici, il y a I et J, donc normalement, c'est un seul, soit J, soit I. Delta F, donc c'est l'écart de fréquence qu'il y a entre les deux. Donc les XIK, c'est le mappage, donc c'est un signal modulé. Et vous voyez les différents symboles, je peux les obtenir ici, donc dans la partie réelle et partie imaginaire, donc d'une constellation. Ici, c'est ce qu'on appelle donc les sous-porteuses. Et G de K, c'est la fonction de mise en forme, ce qu'on appelle la fonction fenêtre. D'autres alphabets de symboles peuvent être utilisés, donc ça dépend du type de modulation que je veux utiliser ici. Donc là, j'ai utilisé une PSK. Pardon. Donc ici, je peux utiliser une PSK binaire ou bien une MQAM. Le signal en bande de base est généré par un processeur de traitement de signal. Donc, c'est des processeurs qui permettent de faire des calculs très rapidement et qui sont utilisés en traitement de signal. Chaque porteuse est modulée par soit une MDB, MDPB, MDP quadratique ou bien une MAQ, MR. La réponse en fréquence pour chaque porteuse est un sinus cardinal. La porteuse est une fenêtre rectangulaire de durée T0 avec des passages à 0 au point 1 sur T0. Donc, je vais avoir pour la porteuse F1, donc le premier spectre du canal. Donc, il passe aux intervalles 1 sur T0, donc ici 1 sur T0, 2 sur T0 et ainsi de suite. Donc ça, si j'ai la première fréquence, F1 dans le domaine temporel, son spectre, il est sous cette forme-là. Si j'ai le deuxième, donc là, la fréquence, elle est double. Donc,
F1, plutôt F2 est égal à 2F1. Donc aller plus loin. Et j'obtiens donc le spectre en vert. Et ça passe toujours par les intervalles K sur T0. Le troisième, donc si je prends seulement 3K, vous voyez que j'ai trois fréquences différentes qui diffèrent par une période. Donc si je prends d'ici à ici une période, d'ici à ici une période. Et donc il y a un chevauchement de la réponse en fréquence. Et ceci est possible par rapport à la FDM classique, où on doit obligatoirement obtenir donc un espacement interporteuse obligatoire. Donc c'est ce qu'on a vu ici. Donc je vais revenir rapidement ici. Donc vous voyez, dans le cadre de techniques conventionnelles, on doit avoir un espace de garde ici entre chaque canal. Donc c'est ce qu'on parle ici. L'espacement interporteuse est obligatoire dans le cas de la modulation, la FDM classique. Les sous-porteuses étant orthogonales, donc ce qui va se passer, c'est au niveau de la réception, je peux très facilement, donc puisqu'elles sont orthogonales, donc elles sont indépendantes, et donc j'utilise cette orthogonalité pour pouvoir séparer les différents spectres au niveau de la réception. Les références en fréquence des porteurs se chevauchent au niveau des passages à zéro. Donc pour pouvoir éviter les interférences interporteuses, donc on a les N sous-porteuses qui sont sous cette forme-là. Donc ceci ressemble à une IDFT, donc c'est discrète Fourier transform. Donc ça ressemble à une transformée de Fourier discrète. Et le signal qu'on va obtenir, donc la somme des signaux ici sinusoïdois, il va être sous cette forme-là, plus de bruit. L'ensemble de sous-canaux, donc il est reporté ici, par exemple, ce schéma est pour 4 sous-porteuses. L'intervalle entre deux sous-porteuses est delta F, qui correspond à un cycle. L'OFDM divise chaque canal en plusieurs sous-porteuses plus étroites. Donc j'ai une largeur de bande et je vais mettre plusieurs fréquences porteuses qui sont sous forme de sinus cardinal dans le domaine des fréquences. Et ils vont chacun occuper donc une bande de fréquence plus étroite. L'espacement est tel que ces sous-porteurs sont orthogonales de sorte qu'elles n'interfèrent pas donc les unes avec les autres. Donc continuons, nous avons donc 4 sous-porteuses avec les différentes couleurs. On voit qu'elles se chevauchent et les pics sont donc écartés par donc un intervalle delta F. L'OFDM, donc, on a vu qu'il divise chaque canal en plusieurs sous-porteuses, donc plus étroites. Donc, chaque sinus cardinal représente une sous-porteuse. L'espacement est tel que ces sous-porteuses sont orthogonales, de sorte qu'elles n'interfèrent pas les unes avec les autres en dépit de l'absence de bande de garde entre eux et malgré l'existence de chevauchement. Donc, ceci est très important et donc c'est réalisé grâce à donc, des porteuses orthogonales. Il n'en résulte que l'espacement des sous-porteuses est égal à l'inverse des temps de symbole. Donc le delta F ici, il est égal à 1 sur TS, TS qui est la durée d'un symbole. Tous les sous-porteurs ont un nombre complet de cycles, parce que ici, soit vous avez une fréquence dans l'intervalle TS, soit 2 fréquences, soit 3, et ainsi de suite, jusqu'à n fréquences. Et donc, ces sous-porteuses ont un nombre complet de cycles d'une onde sinusoïdale, dont la somme est égale à 0, donc après avoir fait la démodulation. Donc, au niveau de la réception, donc ces sous-porteuses étant orthogonales, la somme donne un 0. Ici, on voit les 4 sous-porteuses donc avec une simulation. Et ici, on a les sous-porteuses avec la somme des signaux en sinus cardinal. Donc là aussi, on a une simulation qui nous donne la somme des sinusoïdes sous forme d'un sinus cardinal. Et on reconnaît bien ici les développements en série de Fourier, donc d'une onde
rectangulaire qui correspond à la bande du signal. Donc spectre d'un OFDM pour 8 porteuses. Les sous-porteuses toujours sont orthogonales. Donc si on regarde les 3 premières sous-porteuses, donc la verte, elle représente une période dans l'intervalle d'un symbole, donc une période de symbole. Donc le rouge, il a 2 périodes et le bleu, il a 3 périodes. Et la propriété la plus importante ici, c'est le produit scalaire d'un sinus avec un sinus. Donc le produit scalaire des deux est égal à 0. Donc ça veut dire qu'ils sont orthogonaux. Et ici, le K et le L sont différents et ils diffèrent de 1. Donc les deux conditions, disons, nécessaires pour obtenir l'orthogonalité de ces porteuses, de ces sous-porteuses, pardon. Chaque sous-porteuse a exactement un nombre entier de cycles dans l'intervalle FFT, donc on vient de le dire. Donc un cycle, 2 cycles et 3 cycles dans le cas de figure ici. Le nombre de cycles entre 2 sous-porteuses adjacents diffère exactement de 1. Donc la différence c'est 1. Le vert c'est une période. Le rouge c'est 2 périodes. Donc il y a une période de différence entre les deux. Ici aussi une autre représentation. Donc on a les différentes porteuses F1 jusqu'à Fn. L'intervalle entre F1 et F2 il est égal à delta F. Et le delta F est égal à 1 sur TS. La période, donc on voit ici le premier cycle, ici la sinusoïde avec 2 cycles, la sinusoïde avec 3 cycles et la sinusoïde avec n cycle. Donc toutes ces sinusoïdes, donc après modulation, donc nous donnent donc le symbole OFDM. Chaque sous-porteuse a sa propre fréquence, donc on vient de le voir. Donc certaines sous-porteuses sont atténuées plus que d'autres après transmission. Donc j'ai ici la représentation des différents sinus cardinaux pour chacune des fréquences donc de chaque sous-porteuse. Après le canal, après transmission, il vous semble qu'il y a une symétrie. Ça dépend donc du type de canal. Donc on a des sinus cardinaux ici qui sont plus forts, ceux-ci sont plus petits, d'autres qui sont encore plus petits. Et donc vous avez plusieurs types de disons, plusieurs atténuations qui est due au canal de transmission. Le schéma bloc de l'émetteur, donc on a les données qui arrivent à partir d'une source qui sont en série, qui sont transformées donc à l'aide d'un convertisseur série parallèle, et puis on va faire un encodage ici. Cet encodage donc nous permet de choisir le type de modulation qui est utilisé pour obtenir un symbole. Donc, on procède à l'IFFT, donc c'est une FFT inverse. Puis, les différents échantillons qui sortent sont convertis en série, donc de parallèle à série. On ajoute donc des préfixes cycliques, donc ce qu'on appelle les pentes de garde, et on obtient le signal OFDM. Donc, le flux de données parallèles, tous à des taux de données plus bas. Donc, on les obtient ici, les flux de données parallèles. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser un grand nombre de sous-porteuses sans bande de garde dans cette zone-là. Puis, on va faire un codage de données ici basé sur une modulation, donc de modulation d'amplitude ou bien PSK. On a plusieurs sous-porteuses qui sont multiplexées en un seul symbole, parce que ici, on a fait la conversion série parallèle. Ça ne veut pas dire qu'il y a une seule sortie, une seule entrée. Donc il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties. Là aussi, plusieurs entrées, plusieurs sorties. La même chose ici. Donc, sont multiplexés en un symbole. Donc, on obtient ici un seul symbole. Les sous-porteurs sont calculés à l'aide de l'IFFT. Donc, ce qu'on appelle inverse fast Fourier transform. C'est la transformée de Fourier rapide, inverse. Ils sont espacés à des fréquences et des phases bien précises, bien sûr. Cette sélection d'espacement fournit l'orthogonalité. Donc, s'il n'y a pas cette condition ici d'espacement de fréquences et de phases précises, donc on ne peut pas avoir une orthogonalité correcte.
Ce principe d'autoconnecting permet d'avoir un paquet étroit de sous-porteuses. Il prévoit une diversité d'utilisateurs, donc il y a pour chaque fréquence, il y a un utilisateur. Et donc, bien sûr, toute la synchronisation est réalisée à l'aide de signaux pilotes. Donc, on verra dans les schémas plus bas. Donc, ce diagramme de bloc, toujours de l'EFDM, on a les sources de données. On fait un codage de sources, donc pour éliminer toute redondance. Ici, au niveau donc technique de modulation, on nécessite un codage de canal ici et résout le problème de multitrajet qu'on va voir beaucoup plus en détail par la suite. Exemple, si j'ai un signal audio, donc c'est une source de données, je vais avoir des 0 et des 1. Bien sûr, ici, dans le codage de ressources, on doit réduire la redondance. Puis, donc, on va obtenir donc, des éléments binaires en série. On va faire un codage de canal et on va faire ce qu'on appelle l'entrelacement. Donc, on va en quelque sorte entrelacer les bits pour éviter donc d'avoir des longues suites de 0. Le codage de canal, il permet donc d'adapter les débits, le flux ici. On l'adapte bien sûr en fonction, donc ce qui va suivre, ça veut dire que en fonction du canal de transmission qu'on va utiliser. Donc ici, je vais ajouter quelques bits qui permettent de faire ce qu'on appelle le codage de canal. Par la suite, je procède à la modulation OFMD. C'est toujours une transformée de Fourier rapide inverse. Et je sors avec ici donc une représentation sous forme de constellation. Donc j'ai le canal I et le canal Q. Donc canal I et le canal Q. Donc je vais avoir une densité spectrale de puissance sous cette forme-là. Et puis ici, je vais faire une modulation, donc ce qu'on appelle la conversion RF, ou bien c'est une modulation d'amplitude, donc qui permet d'obtenir un signal radiofréquence et les décalages autour de les fréquences porteuses, donc FC et moins FC. Donc je vais obtenir ma densité spectrale de puissance sous cette forme-là. Donc ce signal-là est transmis au niveau de l'antenne, il passe à travers un canal radio. Il va donc arriver au premier bloc qui va faire une reconversion RF. C'est ce qu'on appelle une démodulation IQ, ou bien une modulation IQ ici. Et ici, une démodulation IQ. Donc, je reviens à deux, à deux composantes. Donc, ils sont orthogonales I et Q. Je fais l'inverse de l'IFFT. Donc, c'est une FFT. C'est ce qu'on appelle la démodulation OFDM. Puis, j'arrive à ce stade-là. Donc, je fais un décodage et des entrelacements. Donc, et puis, je vais faire un décodage de source pour obtenir juste le signal donc, que je devais transporter. Donc, toujours ce diagramme de bloc. Donc, si je regarde ici, on a vu que je fais le codage de canal. Ici, je vais faire un mappage. Donc, c'est une modulation qui me permet d'avoir une constellation. Et donc, chaque point ici est un symbole. Hein. Donc, c'est à titre d'exemple qui est donné. Je fais l'IFFT. Donc, l'IFFT, elle me permet d'aligner tous les canaux, toutes les sous-porteuses. Donc, on voit ici que j'ai une sous-porteuse, une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. Donc, toutes les sous-porteuses sont mises dans le canal. D'accord? Et ici, dans le domaine temporel, si je regarde les différents signaux, donc la partie réelle et la partie imaginaire, la partie imaginaire, c'est le Q, et la partie réelle en bleu, ici foncé, c'est le réel. Donc, la partie réelle. Et donc, je vais avoir deux signaux en quadrature de phase et qui sont des signaux donc en apparence aléatoires. Quand j'arrive à cet intervalle ici, quand j'arrive ici, je vais mettre la partie FFT, donc c'est le symbole qui est transmis, et bien sûr, qu'est-ce que je prends? Une partie ici du signal. Donc ici, c'est dans le domaine temporel. Hein, donc une partie des éléments binaires qui arrivent, elle est réinjectée au début. La même chose ici, donc elle est la même chose. Cette partie-là va être
Et là, on obtient donc ce qu'on appelle la réponse impulsionnelle du canal, qui est sous cette forme-là. Et ce qui compte le plus ici, c'est les intervalles de garde, l'intervalle de garde qui est donc tous ces zones en rouge, donc qui correspondent à l'intervalle de garde qui a été injecté. Donc c'est une partie qui est injectée. Donc ici, c'est la fin qui est réinjectée au début. Et on obtient donc cet intervalle de garde qui permet donc la séparation entre les différentes rames. Par la suite, donc j'ai une modulation RF, une antenne de transmission. Ici, j'ai un canal donc, qui est multitrajet, puis j'ai l'antenne de réception et j'ai la démodulation qui est dans cette partie-là. Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas attaquer maintenant, qu'on verra par la suite. Point de vue transmission, donc on va enlever les intervalles de garde, puis je vais démoduler en OFDM, donc en faisant une FFT, et puis je vais faire une détection de symboles, démappage de symboles. Donc on va faire une estimation de canal qui permet de faire la détection du signal. Et puis on va faire le décodage des entrelacements. Donc à ce niveau-là, comme tout à l'heure, donc je vais avoir une constellation. Donc une vue d'ensemble du système de transmission. Donc on a ici les données qui arrivent à très grande vitesse. Donc c'est des données séries. Elles sont transformées donc en données parallèles. Ils vont attaquer le bloc IFFT. Donc une fois qu'on a fait les IFFT, je vais avoir les différents canaux ici, au FDM. Puis on va reconvertir les différents signaux parallèles en un signal série. Puis on va faire une conversion numérique analogique, parce que ici c'est des bits, des éléments binaires. Donc on va les transformer en un signal continu. On va faire un filtrage low pass pour donc limiter la bande de fréquence. À ce niveau-là, donc j'ai un domaine des fréquences discrètes. Donc chaque entrée contrôle un signal à une fréquence donnée. Donc ici les sous-canaux. Et à ce niveau-là, donc domaine du temps discret, c'est les échantillons de signaux modulés, bien sûr, et multiplexés. Le spectre OFDM, il est sous cette forme-là. Le spectre conventionnel, il est sous cette forme-là. Donc vous voyez qu'on gagne beaucoup d'espace en termes de fréquence. Pour la partie réception, on va faire l'inverse. Donc toujours, on va filtrer en passe-bas. On va faire une conversion analogique numérique. Puis on va faire une conversion en série parallèle. Donc là, on obtient plusieurs échantillons. Ces échantillons sont transformés par une FFT. Et donc là, on a les signaux qu'on a obtenus par FFT. Et donc, une conversion parallèle série permet d'obtenir le signal désiré qu'on a voulu transmettre. La réponse impulsionnelle d'un canal de transmission. Donc, on a tous les canaux qui sont ici, donc 1 et 2. Et ceci est la fonction de transfert du canal. Si je prends un seul canal, donc je vais avoir un signal en rouge ici qui est un seul canal. Et bien sûr, ici, c'est la réponse impulsionnelle, elle est toujours constante, elle est toujours la même, on la reprend ici. Et ce signal est transmis à travers ce canal de transmission dont la réponse impulsionnelle est donnée par ceci. Le signal qui est obtenu, donc vous voyez ici, c'est un signal qui a une certaine largeur de bande. Ici, il devient un signal large bande. Donc toujours ici, c'est la fonction de transfert du canal, elle reste toujours la même chose. Si je transmets deux canaux, donc bien sûr, le changement des éléments binaires n'est pas le même. Et donc je vais avoir ici deux signaux large bande. Donc le rouge pour ce signal-là et le violet, c'est pour ce signal ici. Donc si je mets les 8 canaux, donc de la même manière, on va avoir donc plusieurs canaux qui se chevauchent.
Et donc, bien sûr, tous ces canaux sont à bande étroite. Qu'est-ce qui rend l'OFDM possible? Comment donc est réalisé l'OFDM dans la pratique, dans le monde réel? L'OFDM elle est réalisée à l'aide du traitement numérique des signaux. Donc on utilise un Digital Signal Processor, donc un processeur de signaux. Donc on peut programmer les fonctions mathématiques IFFT et FFT sur n'importe quel PC, mais elle est généralement faite à l'aide d'un processeur de signaux numériques, DSP-IC, donc Digital Signal Processing Integrated Circuit spécial. Donc c'est un processeur de calcul de signaux numériques, ou bien d'un FPGA, donc Field Programmed Gate Arrays, désigne un circuit intégré composé d'un réseau de cellules programmables, donc qui sont correctement programmées. Ou bien on peut utiliser une logique numérique câblée, donc c'est par câblage qu'on fait la programmation, ou bien avec des puces ultra rapides d'aujourd'hui, même si les routines mathématiques complexes comme la FFT sont relativement faciles à mettre en œuvre. En bref, vous pouvez tout mettre sur une seule cellule. Donc tous les modulateurs OFDM, on peut le mettre sur une seule puce, donc de circuit intégré. Donc on arrête maintenant et on va reprendre prochainement.